prenons le temps d'éclairer et d'expliquer l'info. Et nous n'allons plus jamais nous arrêter pour décrypter, pour expliquer sans doute une étape majeure dans cette guerre. En tout cas, le discours important de Vladimir Poutine, il a été prononcé il y a exactement 1 heure à 8 heures. On en a la confirmation. Vladimir Poutine ne lâche rien. C'est un discours inquiétant qui a été diffusé. Le président russe a dramatisé sa confrontation avec l'Occident. Occident qui, selon lui, veut détruire la Russie. Il confirme la volonté d'annexer une partie de l'Ukraine. Et on retiendra cette phrase: la Russie est prête à utiliser tous ses moyens pour se protéger. Ce n'est pas du bluff. Jusqu'à 11 heures, nous allons revenir sur toutes les déclarations, essayer de comprendre où il en est, où il va, avec nos invités que je vous présente tout de suite. Le général Desportes, merci d'être avec nous, ancien directeur de l'école de guerre et professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Pierre Aski, chroniqueur international pour France Inter. Je sais que vous avez écouté en même temps que vous deviez faire votre chronique. Vous avez pu déjà donner des éléments aux éditeurs de France Inter sur l'essentiel. Tout à l'heure, on peut vous écouter. Donc tous les matins à 8h17, en général à peu près. Et évidemment, à vous lire dans l'Obs. Jean de Glignasti, merci d'être avec nous. Directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France en Russie. Vous allez nous aider à comprendre évidemment qui se passe dans la tête de Poutine à date, comme on dit. Et puis Ludmila Totieva, merci. Vous êtes ukrainienne, originaire du Donbass, et plus précisément de la ville de Luhansk, très concernée par aussi ce qu'a dit Vladimir Poutine. Vous allez nous dire ce qui s'y passe. Vous êtes arrivée à Paris en septembre 2015. C'est ça, tout à fait. Pour vos études. Vous êtes aujourd'hui consultante en politique publique. Oui. On va avoir besoin de vous. Vous parlez russe aussi. Oui. Et il y a un mot de vocabulaire qui nous a interpellés aussi dans la déclaration de Poutine. Ce serait intéressant de savoir quelle traduction vous en faites. La traduction occidentale est assez étonnante dans la bouche de Poutine. Alors, est-ce que c'est le crépuscule de Poutine? Est-ce que c'est une escalade dangereuse qu'on a pu entendre dans ce discours? Est-ce que c'est les deux? Comment et Zelensky et les Occidentaux vont-ils répondre, réagir? Est-ce que ça changera quoi que ce soit? Est-ce qu'on a des précautions à prendre? Zelensky doit s'adresser aujourd'hui, sauf erreur, devant l'Assemblée générale des Nations unies. On aura sans doute la réponse du président Zelensky tout à l'heure en direct. Et on retrouvera bien sûr nos rendez-vous à 11h et 11h30 du temps de l'info. Nous serons fidèles. Mais d'abord, Vladimir Poutine, vous avez pu le regarder, j'imagine. Vous l'avez écouté. D'abord, Pierre Aski, sur la forme. C'était un discours enregistré. Il a duré 14 minutes. Ce qu'on va faire tout de suite, ce que je vous propose, c'est qu'on se remette en mémoire et à l'oreille les principales déclarations, ou les découvrir pour ceux qui n'ont pas pu le regarder, bien sûr. Avec vous, Nargis Hadji, vous avez fait l'inventaire des principales déclarations. Oui, exactement, de cette allocution, vous venez de le dire, qui a duré 14 minutes. Elle a été enregistrée hier soir à Moscou, diffusée donc ce matin, enregistrée dans son bureau au Kremlin. Vous le voyez, costume sombre. Et finalement, eh bien, on a une impression de déjà-vu parce que regardez l'image juste ici, c'était le 24 février à 5h30, même position, même lieu, même cadrage. Et cela marquait le début de la guerre. Dans cette allocution, donc aujourd'hui, eh bien, il s'est adressé au peuple russe. Pourtant, Vladimir Poutine a commencé par attaquer la communauté internationale. Écoutez. L'objectif de cet Occident est d'affaiblir et de détruire en fin de compte notre pays. Ils disent directement qu'en 1991, ils ont pu éclater l'Union soviétique. Et maintenant, ce sera le tour de la Russie qui devra se séparer en plusieurs régions. Ces projets sont convoités depuis longtemps. Le président de la Fédération de Russie a également annoncé qu'il allait soutenir les référendums d'annexion dont on parle depuis hier et leur tenue imminente. Il s'agit des régions de Zaporijjia, Kherson, du Donetsk et du Lugansk. 4 référendums lancés dès ce vendredi. Nous n'avons pas le droit moral de laisser ces gens qui nous sont proches
au bourreau. Il faut qu'ils puissent avoir leur autodétermination. Les parlements des républiques de Lugansk et Donetsk et les parlements de Kherson et de Zaporizhia ont pris des décisions sur le futur de leur région dans l'autodétermination. Et ils se sont adressés à nous pour qu'on soutienne cette mesure. Je souligne qu'il faudrait faire tout pour qu'il y ait des conditions sécurisées pour ces référendums, pour que les gens puissent exprimer leur volonté. Et la décision que les gens de Donetsk, de Lugansk, de la région de Zaporizhia et de Kherson prendront, eh bien, nous soutiendrons cette décision. Autre annonce, la signature d'un décret de mobilisation partielle. Vladimir Poutine affirme que seuls les réservistes seront sollicités. L'objectif, évidemment, renforcer l'armée. Je considère nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense et de l'État-major de procéder à une mobilisation partielle. Je répète, une mobilisation partielle. Ne seront appelés que ceux qui sont en réserve et ceux qui ont déjà servi dans l'armée et qui ont des spécialisations nécessaires pour l'armée. Ils suivront une préparation militaire. Le décret sur la mobilisation partielle est signé. La Chambre du Parlement, le Conseil de la Fédération et la Douma seront avertis aujourd'hui et les démarches commenceront aujourd'hui, le 21 septembre. 300 000 réservistes selon le ministre russe de la Défense. Enfin, Vladimir Poutine conclut par des menaces à peine voilées. La Russie est prête à utiliser tous les moyens pour se protéger. Écoutez. Les représentants des pays de l'OTAN parlent de la possibilité d'utiliser contre la Russie des armes de destruction nucléaire. Ceux qui se permettent de telles déclarations vis-à-vis de la Russie, je leur rappelle que notre pays dispose également de différentes armes et certaines sont plus contemporaines que celles de l'OTAN. En cas de menace pour l'intégrité territoriale de notre pays, et pour défendre le peuple russe, nous utiliserons sans aucun doute tous les moyens dont nous disposons, et ceci n'est pas un bluff. Alors, cette phrase-là, elle pèse très très lourd. On va s'y arrêter évidemment, y compris sur le mot bluff. C'est ce mot que j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre si c'est un mot qui veut dire exactement ça en russe. On verra ça tout à l'heure. Mais d'abord, il y a beaucoup de choses, hein. Référendum, mobilisation, doctrine générale. Sur la façon dont vous l'avez perçu, on a consacré des heures d'émission sur est-il malade, va-t-il mal, il a grossi, etc. Comment vous l'avez d'abord trouvé sur la forme, Pierre Aski? J'ai trouvé que c'était un discours vieux, c'est-à-dire que les mots, les concepts, les descriptions du monde ne correspondent pas à la réalité et restent dans une rhétorique traditionnelle. D'une certaine manière, il faudrait faire le parallèle avec le discours du 24 février. Vous l'avez fait sur la forme du lieu et des circonstances. Mais sur les mots qu'il a choisis, il n'a pas bougé depuis ce moment-là. Et donc, il est sur sa lancée. Et c'est déconcertant parce que quand on entend, avec ce qu'on sait de ce qui s'est passé, de ce qu'on a découvert, Boutcha, Izium, etc., décrire les Ukrainiens comme les barbares, alors que c'est son armée qui a commis des crimes, ou dire l'Occident nous menace de l'arme nucléaire, mais qu'ils se souviennent que c'est nous aussi on en a. Mais il s'est passé exactement l'inverse, c'est-à-dire que le premier à avoir mis sur la table la menace de l'arme nucléaire, c'est lui, c'est la Russie, c'est pas l'Occident. Et d'ailleurs, ça avait été évoqué à Paris en disant mais souvenez-vous que nous en avons aussi. Je crois que c'est Le Drian qui l'avait dit. Donc il y a une inversion totale. Alors évidemment, quand on l'écoute en Russie, j'imagine qu'on a une autre perception parce qu'on baigne dans cette ambiance. Il s'adresse à qui? Vous allez nous le dire, évidemment. Mais déconcertant, dit Pierre Aski. Encore une fois, sur la forme, est-ce que c'est le Poutine que vous avez toujours connu?
si je puis dire. Et est-ce que vous trouvez... En gros, Pierre Aski, vous nous dites qu'il a été mauvais. Oui. Ce matin, Poutine, si je devais résumer, Oui. est-ce que, En un mot. et que ça vous déconcerte un peu, vous pensiez qu'il aurait un peu évolué. Oui. Et vous? Moi, je suis frappé, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Pierre, je suis frappé par une chose, c'est une chose qui n'est pas dite, mais qui est sous-jacente à tout le discours, c'est que c'est la fin du déni de la part des autorités russes des difficultés militaires qu'elles ont. On voit très bien que par télégramme, par différents réseaux sociaux, les Russes commencent à prendre conscience de la situation militaire réelle. Et donc, on a vu ces derniers temps, à la télévision, sur les réseaux, des voix se faire entendre, proches du régime d'ailleurs, souvent même plus nationalistes encore, pour dire « ça va très mal, on est en train de perdre ». Voilà. Et il y a dans l'intervention du président russe, même si ce n'est pas dit explicitement, la première reconnaissance du fait que la situation est difficile. Vous nous direz comment? Parce que j'entends Pierre Aski qui dit c'est à peu près le même discours que le 24 février. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'il n'a pas bougé d'un iota, n'a pas évolué. Et vous nous dites, si on entend de façon subliminale le fait que il admet... alors, c'est pas incompatible, ça mérite explication. Comment l'avez-vous trouvé? Parce que ce que je trouve frappant à chaque fois que j'entends Poutine ou les autorités russes s'exprimer sur l'Ukraine, c'est que l'Ukraine, en tant que sujet politique, État souverain, est nivellée complètement. Alors l'Ukraine, selon la vision de Poutine, est instrumentalisée par l'Occident. Elle n'a rien à voir, elle n'a aucune propre volonté. Alors tout ce que vous entendez dès le début, c'est que l'Ukraine est instrumentalisée par l'Occident pour les mauvais pays de l'OTAN. Et effectivement, l'armée russe, qui n'arrive pas à atteindre les buts sur le territoire ukrainien, comment expliquer ça aux Russes qui se disent on ne peut pas être mauvais face à des Ukrainiens? Déjà que, eux, je ne sais pas, pour eux, les Ukrainiens, c'est... Bon, vous avez déjà compris. Effectivement, dans ce cas-là, comment mettre ça à la table? Bon, dans ce cas-là, on est face à l'Occident. Il y a tout l'Occident, tout l'OTAN qui est contre nous. Ce n'est pas les Ukrainiens qui combattent. Il y a tous les gens qui sont internationaux qui sont là. Et c'est ça comment il va essayer de mettre la négation de l'Ukraine en tant qu'État, à nouveau réaffirmée. C'est toujours cette obsession. L'Ukraine qui veut se doter de l'arme nucléaire, toujours la même logique, évidemment, dans le souci d'effacer l'Ukraine. De ce point de vue-là, ça vous frappe à chaque fois, il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas de nouveau. Et l'Ukraine qui nie en tant que... qui peut avoir une volonté souveraine de faire telle chose. Est-ce que quand vous l'écoutez ce matin, alors je ne sais pas si vous avez pu l'écouter sur la longueur, mais est-ce que vous, en tant qu'Ukrainienne, vous êtes encore plus inquiète ou pas? Non, je ne suis pas plus inquiète. Écoutez, nous, on est en guerre contre la Russie depuis déjà plusieurs années. Ce n'est pas que depuis le 24 février. Depuis 2014, d'accord. Et d'ailleurs, Poutine, il est revenu sur ça aussi dans son discours. Il a commencé son discours par rapport à ça. On n'a pas d'illusion sur ça. Est-ce que ça va être plus compliqué vu les annonces qu'il a fait avec la mobilisation? Voilà, c'est ça que je voudrais savoir en un mot et on y revient après dans le détail. Oui ou non? Non. Oui, non. Général Desportes, vous l'expliquiez tout à l'heure, évidemment, pourquoi. Comment l'avez-vous trouvé? D'abord, une appréciation générale. Alors, une appréciation générale, c'est qu'effectivement, il n'a pas changé. Mais nous devons comprendre que c'est un discours de politique intérieure. Il ne s'adresse pas à nous, il s'adresse au peuple russe. Alors nous, comme ça vous en êtes convaincu? Quand il parle de l'arme nucléaire, quand il dit c'est du bluff, c'est à nous qu'il le dit. C'est les deux à la fois. Mais c'est pour ça qu'il est coupé la réalité, on le sait bien. Il n'admet pas vis-à-vis du peuple russe qu'il a perdu. Il dit nous sommes agressés. Donc il a complètement inversé le discours. C'est nous qui sommes fautifs. Et donc c'est bien pour ça qu'il ne reconnaît aucunement ces grandes difficultés. Vis-à-vis de nous, on comprend bien quelque chose, c'est que c'est un homme qui est dans l'impasse militaire complète et qu'il a un mois à gagner. Il faut tenir au moins jusqu'à l'arrivée de l'hiver qui va figer les combats et on sait tous qu'il a fait le pari de l'effondrement des volontés occidentales à partir des problèmes énergétiques qui vont se poser. Donc il faut qu'il tienne un mois, il faut qu'il fasse peur pendant un mois et effectivement, vis-à-vis de nous, c'est un discours qui est tout à fait à même de bousculer les opinions publiques sur toutes les chaînes de télévision et de radio depuis une heure. On dit attention, on est rentré dans une autre époque. Et donc peut-être va-t-il parvenir à son résultat, qui est de faire vaciller les opinions publiques. Ça, c'est très intéressant. Est-ce que effectivement, il peut arriver, par le chantage au nucléaire, une nouvelle fois formulé ce matin, Pierre Aski,
Est-ce qu'il peut faire changer? D'abord, ce n'est pas du bluff, dit-il. Est-ce que c'est surprenant? Moi, je trouve que quelqu'un qui dit ce n'est pas du bluff, c'est qu'il bluffe. Je suis peut-être un peu optimiste dans la vie, mais je pense que la menace... Le fait de le dire, en fait, il ne le fera pas. Perd de sa force en insistant sur le fait que ce n'est pas du bluff, parce qu'il sait que tout le monde va penser, il bluffe. Parce que ce qu'il est en train de décrire, c'est un monde, c'est le métaverse du poutinisme, c'est-à-dire quand il dit, il est en train de transformer une partie de l'Ukraine en territoire russe, puisqu'il va l'annexer, et il va dire toute avancée ukrainienne est une agression contre la Russie. Et à partir de là, la mère patrie est en danger, donc on a le droit d'utiliser l'arme nucléaire puisque nous sommes menacés. C'est un raisonnement qui peut convaincre le premier cercle poutinien, la Biélorussie, la Syrie et la Corée du Nord, qui sont les pays qui le suivent surtout, mais ça convaincra strictement personne d'autre dans le monde, pas même ses amis chinois. Non, mais... on l'a bien vu à Samarcande la semaine dernière, à quel point Poutine n'était pas sur un territoire solide dans ses partenariats stratégiques, que ce soit avec l'Inde qui lui a dit que ce n'était pas le temps de la guerre, ou la Chine qui avait des préoccupations. Pierre Esquet, vous nous dites que dans la tête de Poutine, quand il dit « c'est pas du bluff », il sait pertinemment lui-même qu'il ne le fera jamais. Ah, je sais, non. Moi, je pense qu'il n'y a que lui qui sait jusqu'où il est prêt à aller. Donc il y a un doute. Forcément. Donc il y a un doute. C'est le propre du bluff. Oui. Est-ce que vous avez un carré d'as dans les mains ou est-ce que vous avez une paire de il y a une possibilité qu'il l'ait. Il y a une possibilité, mais je pense qu'il a fragilisé lui-même sa posture en parlant de bluff. Quand on annonce en permanence qu'on va faire quelque chose, c'est que sans doute on ne le fera pas. Jean de Glignasti, ce n'est pas du bluff. Il termine son discours, c'est progressif son discours, hein, c'est pourquoi j'attaque l'Ukraine et l'Occident, avec quels moyens je me renforce, et l'arme nucléaire, ce n'est pas du bluff. Alors, ce n'est pas du bluff, c'est dirigé évidemment vis-à-vis de l'extérieur, à l'extérieur, mais il y a aussi, comme l'a dit le général Desportes, une dimension intérieure. Parce que, en fait, en ces périodes de décolonisation, il faut dire les choses, il y a tous ceux qui ont pris le parti de la Russie en Ukraine, qui sont au Donbass, qui sont ailleurs, et qui forment des partis qui ont beaucoup d'influence dans la vie politique russe et qui sont à la source justement des surenchères nationalistes qu'il y avait ces derniers temps, de ces déclarations à la télévision en disant Poutine est trop mou, etc., etc. Donc il lui faut rassurer d'une certaine façon ces gens-là et rassurer, j'allais dire, les pro-russes du Donbass, éventuellement de Kherson, parce qu'il y en a aussi. Et donc, quand il dit « ce n'est pas du bluff », ça veut dire « on va vous défendre jusqu'au bout ». Et ça, c'est très important. Il rassure ces ultranationalistes. Il rassure. D'abord, il donne un gage à ces ultranationalistes en Russie, et d'autre part, il rassure ceux qui ont pris le parti de la Russie dans la guerre. D'accord. Et donc, et nous, comment on doit l'entendre, nous? Comment doit-on l'entendre? Ah ben, c'est une dimension de politique intérieure. Sur le plan extérieur, je partage le point de vue. Le bluff, ça fait partie en fait de l'ambiguïté nucléaire aussi. Je bluffe, tu bluffes, on bluffe pas. Ça fait partie de l'ambiguïté de la posture nucléaire. Quand il dit qu'il dispose de potentiel supérieur à celui de l'OTAN en la matière. Non, c'est faux. Il dit on a des armes plus contemporaines. Non, c'est faux. Il a des armes plus contemporaines parce qu'il a des armes hypersoniques que nous n'avons pas, mais ces armes hypersoniques ne changent absolument pas la donne. Ce qui changerait la donne, c'est s'il arrivait à avoir une frappe qui casserait complètement notre capacité à riposter. Or, ça n'est pas le cas. Donc, il peut frapper en quelques secondes de moins que nous le faisons, mais ça n'empêche nullement les forces nucléaires de l'Occident d'aller le frapper. Donc, il y a un différentiel technologique effectivement ponctuel au profit de la Russie, mais ça ne change absolument pas le problème. Alors, nous irons dans un instant à Kharkiv. Notre envoyé spécial Hélène Benet nous dira quelles sont les premières réactions à ce discours. Et vous, ce n'est pas du bluff. Je pense que Poutine, il continue de jouer cette stratégie d'intimidation d'opinions publiques aussi occidentaux qui sont très, très, très inquiets par rapport à cette menace nucléaire qui est là depuis
depuis 24 février, mais encore, elle est là déjà depuis longtemps. C'est pas que le 24 février que Poutine il brandit cette menace nucléaire pour justement faire en sorte qu'il atteigne les buts qu'il veut atteindre dans le terme géopolitique. Ce n'est pas du bluff. Bon, écoutez, c'est que lui qui sait ce qu'ils vont utiliser et ce qu'ils ne vont pas utiliser l'arme nucléaire. Ce qui est sûr, c'est que l'Occident devrait rester ferme derrière l'Ukraine et continuer aider l'Ukraine de se défendre malgré toutes les menaces que Poutine va brandir. Il les brandit depuis déjà longtemps. Je voudrais juste revenir, et dans un moment, encore une fois, nous serons à Kharkiv, mais il devait faire cette déclaration hier. On rappelle qu'on l'a attendu, il y a un suspense. Une des grandes journalistes de la propagande russe a dit « Allez vous coucher », de façon un peu désinvolte, je dois dire, comme s'il était le maître des horloges, et puis c'est tombé ce matin à 8h. Il y a une signification particulière au fait que, voilà, il a hésité, il a choisi son créneau horaire, il a fait attendre les Occidentaux. On était suspendus, c'est la réalité. Je pense que ce que ça signifie, c'est que c'est un one-man show. C'est-à-dire que c'est lui qui dirige de A jusqu'à Z, tout, y compris l'heure de diffusion de ses discours. Et que ça lui importe peu que les journalistes du monde entier ou que le public russe soit à l'affût à 19h. Ça lui plaît même, non ? Parce que alors, pour le coup, il est le maître des horloges, comme dirait Emmanuel Macron. C'est une sorte de tsar qui est au-dessus de ces préoccupations-là. Je ne sais pas s'il a trouvé que la première prise n'était pas bonne et qu'il l'a refait. On ne saura sans doute jamais les raisons de ce décalage de 12 heures. Oui. Mais en tout cas, ça signifie simplement que c'est lui qui est le centre de tout, des prises de décision. Et on l'a vu depuis le début, que la manière dont il a traité, y compris le chef du renseignement militaire, dans cette fameuse réunion quelques jours avant le déclenchement de la guerre, où il l'a traité comme un sous-fifre. Voilà, c'est l'homme qui est au cœur du système, et c'est sa force, et c'est sa faiblesse par ailleurs. Mais c'est quand même une force. Il est l'agresseur, et c'est lui qui, d'une certaine façon, mène la danse, toujours. On a beaucoup parlé, commenté la faiblesse structurelle de l'armée russe, les défaites sur le terrain de ces derniers jours, spectaculaires, face au coup de boutoir ukrainien. Il n'empêche, c'est lui, encore une fois, qui donne le tempo. Est-ce que c'est complètement superficiel ou est-ce que, comme disait Pieraski, ça reste quand même sa force? C'est lui qui donne le tempo, incontestablement, mais ce report de 12 heures est quand même un signe de quelque chose, d'une certaine fébrilité quand même. Est-ce qu'il n'a pas voulu modifier quelque chose au dernier moment? On ne sait pas, on ne saura jamais. Mais c'est rare, moi j'ai rarement vu comme ça un report du soir au matin. J'ai vu des reports annoncés à l'avance en disant finalement la réunion avec la presse aura lieu, ça ne sera pas fin octobre, ça sera fin novembre. Mais là, de 12 heures, c'est quand même un peu étonnant. On ne saura jamais ou on saura dans très longtemps, mais je trouve qu'il y a un élément de fébrilité. Parce que des allocutions télévisées comme celle-là, il n'y en a pas eu tant que ça. Il parle beaucoup, Poutine. Ouais. Il y a eu évidemment celle du 24 février, il y en a eu une autre, je crois, au mois de mai. Peut-être à l'occasion du 9 mai d'ailleurs, oui. Mais c'est extrêmement rare. Alors, si on s'en tient aux deux que j'ai cités, c'est la troisième seulement depuis qu'il est entré en guerre. Et en effet, il la diffère. Donc, vous y voyez une signification? Je pense, c'est très difficile, mais je pense qu'il y a une signification. Je pense peut-être aussi une explication juste technique, c'est que, et ça montre le caractère domestique de cette allocution. À 8h hier soir, il parlait aux États-Unis et à l'Europe. Ce matin, finalement, il parlait aussi à l'intégralité de son peuple qui pouvait l'écouter. Et comme il cherche à mobiliser ce peuple, ça peut être une importance non négligeable pour lui. C'est peut-être un phénomène explicatif. Oui, je voulais juste rajouter par rapport à la communication. Vous dites peut-être Poutine reste le maître de l'horloge. Non, pour nous, non. Je pense que la communication, la manière dont il fait sa communication, elle reste tellement pas du tout moderne. Elle n'arrive pas à atteindre les opinions publiques. Et l'Ukraine, par exemple, elle a largement dépassé en termes de communication ce qui est communiqué vers les opinions occidentales. C'est intéressant. Il n'atteint pas son opinion publique parce que vous nous dites tous que c'était le premier.
il atteint son opinion publique à lui. Alors c'est ce qui lui importe. C'est ce qui lui importe. Après, je dirais, en termes de est-ce que Poutine, il est le maître de jeu globalement? Non, je ne pense pas. Alors, en termes de la manière dont comment il communique, comment il réussit à mobiliser les opinions derrière lui, même bon, c'est quand même les pays qui sont déjà incontestablement pas du tout des démocraties qui se relient derrière lui. Mais l'opinion publique ici, en Occident, où c'est très important parce que c'est l'Occident qui apporte cet effort important pour que l'Ukraine puisse continuer de faire face à l'armée de Poutine, ces opinions-là, il ne va pas pouvoir les atteindre avec des allocutions comme ça, en fait. Vous regardez ce qui a été fait en termes d'efforts, ce que je soutiens, en fait, de la part de Zelensky et son équipe. C'est ça, en fait, qui importe quand vous avez des allocutions au Parlement, que vous parlez. Par exemple, Zelensky parle à son public, à nous, chaque soir. C'est autre manière, c'est juste deux mondes superposés, deux mondes qui se regardent face à face. Alors, il a fait des annonces, mais préalablement, vous le disiez, vous le disiez tous d'ailleurs, il a reposé sa doctrine. Elle n'a pas changé. Ou est-ce que vous y voyez une toute petite évolution? C'est l'Occident. Il est en guerre contre l'Occident. L'Ukraine apparaît comme un pays à effacer de la carte. Est-ce qu'il y a la moindre petit changement? Vous disiez tout à l'heure, je voudrais qu'on y revienne, il a pris en compte les défaites. Vous l'avez entendu comment? Oui, moi je suis... alors c'est subliminal bien sûr, mais il est obligé de tenir compte de l'évolution de son opinion publique. Et elle est en train de changer puisque à la télévision et ailleurs, il y a des gens qui disent ça se passe mal sur le terrain. Donc ça, il est obligé d'en tenir compte. Il est obligé aussi de justifier cette mobilisation partielle en accentuant encore l'idée tout le monde est contre nous. C'est une guerre non pas contre l'Ukraine qui n'existe pas, mais c'est contre l'Occident. C'est l'Occident qui est contre nous, ce qui justifie évidemment une augmentation des moyens. Donc ça, c'est un élément qui est important. Puis il y a un troisième élément c'est la première fois que j'entends le président russe mettre en avant le risque de démembrement de la Russie. Et le risque de démembrement de la Russie, c'est un souvenir noir pour les Russes, puisque c'est ceux de 91 et des guerres de Tchétchénie et d'ailleurs. Le risque de démembrement de la Russie, ça, c'est un élément, je trouve, qui est propre à frapper les imaginations des Russes. On a une information à l'instant, je voudrais vous soumettre. Le ministre de la Défense russe reconnaît 5935, je crois, à l'unité près, 37. 5937 soldats morts sur le terrain. Une estimation qui vous semble inférieure à aux chiffres qui circulent et qui sont de plusieurs dizaines de milliers. Voilà ce que vient de dire le ministre de la Défense. Morts et de blessés, donc de personnel militaire hors de combat. Non, ça me semble faible. Ça vous semble général? Non, mais évidemment, il est très, très, très en dessous de la réalité. On sait qu'il a eu la moitié de ses blindés qui ont été détruits. Donc ça fait 1200 blindés. À 3 hommes par équipage, multiplié, on est déjà là. Et il y en a eu bien d'autres. Donc d'évidence, il est 5, 6, 7 fois en dessous de la réalité, très sûrement. Le ministre de la Défense qui a appuyé une des annonces de Vladimir Poutine s'agissant de la mobilisation partielle. D'abord, on écoute Vladimir Poutine et on découvre l'annonce du ministre de la Défense. Je considère nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense et de l'État-major de procéder à une mobilisation partielle. Je répète, une mobilisation partielle. Ne seront appelés que ceux qui sont en réserve et ceux qui ont déjà servi dans l'armée et qui ont des spécialisations nécessaires pour l'armée. Ils suivront une préparation militaire. Le décret sur la mobilisation partielle est signé. La Chambre du Parlement, le Conseil de la Fédération et la Douma seront avertis aujourd'hui et les démarches commenceront aujourd'hui, le 21 septembre.